Si Maki est douée? Non, elle est nulle. La pauvre fille, elle a rien pour elle. Déjà, elle voit pas les fléaux, et si tu lui retires ses armes, elle devient totalement inutile. Elle restera classe 4 toute sa vie. Franchement, je sais même pas pourquoi elle tient tant à être exorciste. Après la transition de l'épisode 3, cet épisode se concentre sur Maki Zenin et sa tentative de récupérer les armes maudites entreposées par son clan. Connaissant l'orgueil et la cruauté des Zenin, il était évident qu'il ne lui faciliterait pas la tâche. Sans surprise, attention spoiler, ça va péter. Mais avant de continuer, remercions ma part. Une fois de plus, le studio nous gratifie d'une animation au sommet, mais même plus de la mise en place. La mise en scène est si soignée que même les sapologues l'acceptent dans le groupe. On est totalement transporté dans l'œuvre, à tel point que j'ai laissé ma vidéo sur les 4 chevaliers de l'Apocalypse pour faire cette review. Bref, et si on commençait? Le massacre des Zenin. Dès son arrivée, Maki subit le harcèlement de Naoya. Ce dernier se comporte comme un chien pour ne pas changer et pousse la provocation jusqu'à des remarques déplacées sur son physique. Il a bon goût mais il n'a pas la vision. Et je crois qu'il a pris l'expression pied-bouche un petit peu trop au premier degré. Ignorant ses pics, Maki poursuit sa route vers la réserve, forte de l'autorisation du chef de clan, Megumi. Même les supplications de sa mère ne l'arrêteront pas. Maki a toujours tracé son chemin, peu importe les obstacles. Elle arrive devant l'entrée, ouvre la porte et en face d'elle, une petite surprise. Avant ça, parlons de l'aspect politique qu'il y a dans cet épisode. De manière générale, le clan préfère Megumi en tant que chef au lieu de Naoya. Car Megumi possède de forts liens avec la famille Gojo et Kamo, qui est indéniable. Et en plus, il a été désigné, donc voilà. Cependant, l'idée qu'il hérite de toutes les richesses passe mal auprès des anciens. Et c'est là que nous est révélé le plan du père de Maki et Mai, celui qui a une dégaine de samouraï. Il compte profiter de la volonté de Maki, Mai et Megumi de libérer Satoru Gojo, puisque toute tentative de soutien à Satoru est désormais officiellement considérée comme un acte de trahison. Le clan y voit l'opportunité parfaite de purger ceux qui les dérangent depuis bien trop longtemps, se libérant ainsi d'un poids encombrant. Anticipant le mouvement de ses filles, le patriarche a pris soin de déplacer les objets maudits. Maki se retrouve alors face à son géniteur dans un duel dont l'ambiance rappelle celle d'un combat de boss. Et comme très souvent, lors du premier essai, le résultat est sans appel. On se fait déchirer. Dans la foulée, le vieil homme traîne le corps tout en les accablant de reproches. Il les blâme d'avoir entravé son ascension au titre de chef de clan. En effet, dans le monde de l'exorcisme, avoir des jumeaux est considéré comme un mauvais présage. Ironiquement, ce sont ceux qui subissent le harcèlement qui trinquent, pas ceux qui s'en plaignent. Pour s'en débarrasser définitivement, il les jette dans une fosse remplie de fléaux de niveau 2 et inférieur. Gravement blessée et inconsciente, Maki se retrouve aux côtés de Mai dans ce qui semble être une séquence onirique ou métaphorique. Pour comprendre ce qui se joue, il faut rappeler le pouvoir de Mai. Elle crée de la matière à partir de rien, mais au prix d'une énergie colossale, la limitant normalement à un petit objet par jour. Pour permettre à sa sœur de continuer à avancer, Mai décide de sacrifier sa vie. Ce geste a un double objectif: forger une arme unique pour sa sœur et libérer Maki du lien qui les freine mutuellement. L'un ne peut vivre tant que l'autre survit. Cette implication est cruciale. Dans l'exorcisme, les jumeaux sont considérés comme un seul et même individu, divisé en deux corps. La restriction de Maki, une force physique surhumaine en échange de l'absence d'énergie occulte, était incomplète parce que Mai possédait encore de l'énergie en elle, pour deux. C'est un peu comme la prophétie de Harry Potter, leur existence est liée de manière parasite. En se sacrifiant, Mai emporte avec elle le dernier fragment d'énergie occulte du duo, complétant ainsi la restriction de Maki. Ce n'est qu'à travers ce sacrifice tragique que Maki peut enfin atteindre son plein potentiel et prendre un nouveau départ, laissant derrière elle les chaînes du clan Zenin. Jusqu'à présent, l'épisode est excellent, mais j'aurais quand même préféré qu'on prenne un petit peu plus de temps par rapport à cette séparation. Peut-être une histoire de goût. Les fantômes du passé sont de retour. Maki s'est éveillée, elle en a fait la promesse, elle n'épargnera personne. Armée de la dernière création de sa sœur, elle fend le crâne à son père. Tous les membres du clan sont alertés et se mettent aux aguets. Et là, on assiste à une mise en scène vraiment... En fait, j'ai pas les mots. Mais dans mon ressenti, ça me fait penser à ces films d'action que je regardais aléatoirement quand j'étais plus jeune, où le héros, après avoir tout perdu et qu'il ne lui reste plus que la vengeance, voire une promesse de vengeance, il se voit d'une manière ou d'une autre à revenir au centre de ses origines et à régler ses comptes. Et c'est exactement ce que fait Maki, le rappelant ainsi un vieux traumatisme. Mais pour Naoya, je ne sais pas si c'était de l'admiration ou simplement du respect. Alors qu'il se trouve en face d'une potentielle Toji Zenin, qu'il traite, je cite, d'une pâle copie, bouffe tes grands mots. Qu'est-ce que tu dis, gros? On va te mêler. Il est complètement alors qu'il est lui-même une simple copie de son père, Naobito. Bref, mais contrairement aux autres, il oppose une petite résistance, il faut le reconnaître. C'est un adversaire coriace, plus il utilise sa technique, plus il devient rapide, plus il devient fort. En tout cas, c'est comme ça qu'il conçoit la chose et qu'avec Gojo, il se voit comme étant les seuls de la même trempe que Toji. Tout ça pour se prendre un one-shot derrière. Ce n'est pas juste un one-shot, ils ont remis la scène 3 fois. Comme ça. Fatality.
Malheureusement pour lui, l'humiliation ne s'arrête pas là, puisque la femme qui le suit habituellement est venue l'achever. C'était la mère de Maki et Mai. Malgré les apparences, à sa manière, elle aime ses filles. La question que Maki lui pose fait écho au début de l'épisode. Elle lui demandait de revenir pour la protéger. Elle lui demandait de revenir pour ne pas qu'elle se confronte à un père qui les a jamais désirés. Elle lui demandait de revenir pour qu'elle vive. Marc Aurèle pensait que face à la mort, les masques tombaient. Finalement, Mai n'était pas la seule à souhaiter la destruction du clan Zenin.